Donc, ça va être une présentation plus de nature personnelle. J'ai essayé de faire assez général pour tous. Donc, on va parler de l'OMIC IA. Je vais parler un petit peu de la COVID-19 parce que c'est presque essentiel d'en parler de nos jours. Et puis, je me rappelle qu'on avait demandé que j'en parle un peu. Donc, j'utilise beaucoup de données en génomique, c'est généré par des séquenceurs de nouvelle génération et aussi beaucoup en métabolomique avec des spectromètres de masse. Je fais partie du centre Nutris, un nouveau centre à l'Université Laval où on regarde un peu l'effet du microbiome, de la nutrition sur la santé. Depuis toujours, je fais partie du centre de recherche en infectiologie. Donc, mon background est vraiment en maladies infectieuses. Et ça a l'air que je fais partie de tous les groupes qui travaillent en big données, en big data à l'université, le groupe de recherche en recherche, la recherche en apprentissage automatique, le centre de recherche en données massives, évidemment l'IID. Et je vais aussi remercier les gens de Calcul Canada de nous permettre d'utiliser leurs ressources. Vous pouvez voir un peu plus à notre site lab, notre site web pour le lab là, qui permettrait un petit peu plus de description que je vais vous présenter présentement. Donc, l'idée, c'est un peu les conflits d'intérêts. Je reçois de l'argent et de l'assistance de ces compagnies-là, mais le contenu d'aujourd'hui n'est pas influencé par ces gens. Bon, je vous parle de ma motivation personnelle. Au début, quand j'ai commencé à faire le génomique, c'était un déluge de données. Et puis j'avais peur de laisser pour compte, puis de devenir comme un dodo, puis essentiellement disparaître avec le temps. Parce que on avait une masse de données, puis c'était des fichiers Excel. C'était vraiment pas la solution à avoir. Donc, je me sens moins comme un dodo, un peu parce que j'ai réussi à rejoindre le groupe du Graal et avec François Laviolette et Mario Marchand, on a pu me sauver de l'extinction finalement. Il y a certaines leçons qu'on devrait retenir de l'analyse des données massives parce que la question se pose, est-ce qu'on peut tout mesurer? Maintenant, on peut séquencer un humain en une journée assez facilement avec les séquenceurs de nouvelle génération. Avec les spectromètres de masse, on peut mesurer les petits composés, les petites molécules de la vie, les métabolites très, très facilement. On peut mesurer les protéines aussi. On a beaucoup d'instrumentation d'imagerie, d'imagerie médicale et autres. Et on a plusieurs autres instruments qui génèrent énormément de données. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut partir d'un génotype, de votre séquence d'ADN, et se rendre à un phénotype? Ben, comme je vous l'ai dit, il y a la génomique, c'est l'ADN, la transcriptomique, l'ARN. On peut avoir des données de protéomique, de métabolomique. On a beaucoup de données cliniques comme telles aussi, les données d'imagerie. On a d'autres omiques, surtout par exemple le microbiomique. Et on utilisait avant beaucoup des approches de biostatistiques et maintenant beaucoup plus machine learning et deep learning. L'idée aussi, des gros efforts de rassembler les omics ensemble pour mieux comprendre les réseaux finalement, mieux comprendre les sentiers métaboliques qui viennent. Le but, c'est de faire des modèles et des prédicteurs pour faire la part des choses entre les gens qui sont en santé et les gens qui sont malades. Et ça part avec de trouver des biomarqueurs qui nous disent, bon, telle personne elle a un cancer ou elle l'a pas, ou c'est un peu la façon qu'on parle de génotype à phénotype en utilisant toutes ces omics, là, finalement. Le but ultime, c'est vraiment, pour moi, prédire pour prévenir. Il y a la médecine de précision, tout ça, mais je pense que, surtout en maladies infectieuses, si on peut prédire, prévenir, ça aide beaucoup mieux qu'essayer de guérir. Donc, c'est surtout cet angle-là qui motive mon travail. Donc, la question qu'on se dit, est-ce qu'on peut tout mesurer? Bien, la réponse, c'est oui. On peut vraiment mesurer presque tout. Il faut faire attention à nos souhaits parce que ça, c'est la réalité. C'est un énorme apport de données massives
qui sont non structurés. La terminologie anglaise, c'est un data whiplash. Donc, il ne faut pas se mettre la face juste en face de ça parce que ça peut être pénible. Donc, l'idée essentiellement en bioinformatique, en machine learning, en deep, c'est de faire des réseaux, des processus, des pipelines ici, qui permettent de bien canaliser l'information pour qu'elle soit utilisable pour la population finalement. Donc, on peut boire à la fontaine du savoir et puis même votre chien et votre chat. Donc là, l'idée, c'est vraiment comment prendre cette masse de données-là et l'amener à une compréhension, disons, humaine. Donc, pour les données massives, il faut quand même, ce haut débit-là, quand même, nous fait des bases de données vraiment qui ont une grande valeur. Et avec l'apprentissage machine, on peut ajouter de la valeur à ça. Donc, cette génération de bases de données massives, ça fait une révolution dans notre domaine. Ça nous permet d'exploiter la puissance de ces données-là. Et comme je vous ai dit, ça nous permet de classifier et prédire certains phénotypes avec nos approches en apprentissage automatique et en deep. Des bases de données, il y en a beaucoup, de toutes sortes, sur le transcriptome, le métabolome, le protéome et autres. Il y en a beaucoup. Ils ne sont pas bien structurés souvent, c'est difficile. On passe beaucoup de temps à ramener les données puis les mettre dans une forme où ils sont utilisables par nos logiciels, par nos algorithmes. Dans notre labo, on travaille particulièrement avec quelques-uns de ces bases de données. Patrick, qui est une grosse base de données énorme finalement sur toutes les bactéries qui ont été séquencées sur la planète avec leur résistance aux antibiotiques et autres. On travaille aussi beaucoup avec les trucs en métabolomique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. On travaille aussi beaucoup sur les données qui viennent du Cancer Genome Atlas. Ça, c'est des données sur à peu près 33, il existe 33, mais je pense que c'est plus que 50 maintenant, sur 50 cancers, où on a des données de transcriptomique, génomique, épigénomique et tout. Cette base de données-là qui est publique, c'est presque 2,5 pétabytes d'informations. Ça a coûté littéralement des milliards et c'est disponible pour faire des analyses. Il y a aussi le côté intéressant qu'on peut aussi les générer nous-mêmes. On s'est aussi concentré pour générer nos propres données parce que là, on peut mieux, disons, faire un design expérimental qui est plus approprié pour faire les analyses en apprentissage machine. Un des problèmes, c'est que nos données sont obèses. L'idée, c'est que le truc vraiment très intéressant, c'est que le big data, c'est qu'on a beaucoup d'échantillons et pas trop de features, de paramètres qui est mesuré. Dans la plupart du temps, surtout en génomique, on a peu d'échantillons, mais on a énormément de paramètres qui sont mesurés. Par exemple, si on parle de la séquence d'ADN, c'est 3 milliards de paires. Si on parle des transcriptomes, c'est 42 000 transcrits. Les protéines, c'est 500 000. Et puis, la même chose pour la métabolomique. Donc ça, c'est un problème assez difficile à résoudre. Mais petit à petit, on commence à avoir des approches qui nous permettent de mieux faire ce travail. Donc, le paradigme, vraiment, quand j'ai commencé, c'était essayer de trouver l'aiguille dans le botte de foin. Est-ce qu'on peut voir une mutation dans le génome humain? Est-ce qu'on peut voir un composé dans le plasma ou dans l'urine? Est-ce qu'on peut voir un transcrit dans un les organismes subventionnaires n'aiment pas ça parce que si tu fais juste dire ah, ben, je vais aller chercher ça, ou en tout cas, il n'y a pas d'hypothèse de départ. On peut dire bon, j'ai tel groupe et tel groupe, puis je cherche c'est quoi les différences. C'est vraiment chercher l'aiguille dans la botte de foin, comme on dit. Ce qui est vraiment fantastique, c'est ça que j'aurais vous dire, c'est qu'on a les instruments qui la trouvent, cette aiguille-là. C'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire, si je veux mesurer votre cholestérol avec un mass spec, c'est très facile. Si on veut trouver la mutation, on séquence, aussi c'est facile. Donc, on peut trouver ces composés, ces séquences dans des milliards de paires de bases ou dans le plasma, dans des dizaines ou centaines de milliers de composés. Ce qui est très, très, très intéressant.
Aussi, le problème, c'est quand on regarde l'aiguille dans la botte de foin, il y a toute la botte de foin qui reste. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui est là. Souvent, on se concentre pour aller chercher ce qu'on veut, ce qu'on cherche, ce qu'on connaît, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on ne tient pas compte. Et puis qu'avec les approches en apprentissage machine, en deep, on peut aller chercher cette information-là qui n'est pas nécessairement perceptible, mais qui pourrait être très, très importante pour faire des décisions, pour faire des décisions cliniques ou, ou autres. Donc, on s'est attardé à ça. Donc, on avait plusieurs stratégies. Je vous en parlais un peu des stratégies qu'on utilise dans le laboratoire avec notre groupe pour, par exemple, ici, la découverte de médicaments. On a travaillé beaucoup sur les boucles de rétroaction, les approches par kernel, le GS kernel, le General Spectrum Kernel. Ça a été fait par Sébastien Giguère et Prudencio Toussaint. Prudencio a même parti sa compagnie In Vivo AI récemment. Donc, c'était vraiment de trouver des imiteurs peptidiques, des petits peptides, là, 7, 8 acides aminés, qui auraient des activités antibactériennes, anti-levure ou antivirales. Donc, ces travaux-là ont été publiés. Ça a été subventionné très généreusement par le CQDM, le Consortium québécois pour la découverte du médicament. Donc, ça a été vraiment dans les premières demandes de fonds là, qui étaient vraiment subventionnées pour faire du travail en apprentissage machine, en intelligence artificielle. Souvent, au début, quand je travaillais avec François là-dessus, quand on arrivait à trouver des trucs, c'était soit on était des magiciens, soit des charlatans, puis il n'y a rien entre les deux. Donc maintenant, je pense que ça commence à être de plus en plus accepté que ces approches-là peuvent générer vraiment de l'information qui est pertinente, qui est actionable, comme on dit, là, pour la clinique. Donc le processus, pour ça, je vais parler quelques minutes là-dessus, on pouvait générer donc, une librairie de peptides complètement stochastiquement. Donc, des millions et des millions de peptides d'une longueur de 8 ou 9. Et après ça, on pouvait prendre une protéine qui était liée après une petite bille qui était magnétique. Et puis là, on mélangeait ça avec les millions de peptides. Puis là, il y avait des peptides qui se collaient à cette protéine-là. Et puis là, on les isolait avec le petit l'aimant, on pouvait séparer ça, puis les petits peptides étaient encore collés dessus. Et puis là, on pouvait séquencer ces peptides-là avec en aspect. Et puis après, les resynthétiser, puis après ça, les mettre dans des essais biologiques. Tout en jaune, c'est la biologie. Donc, on pouvait dire, bon, c'est quoi la force de liaison de ce peptide-là contre cette protéine-là? Est-ce que si je mets ce peptide-là dans un essai inhibiteur de la croissance d'un virus, est-ce que ça l'inhibait très bien? Donc, on pouvait se créer une base de données qui avait des peptides, qui avait une certaine bioactivité et d'autres propriétés. Et là, on utilisait des algorithmes puis aussi, on pouvait regarder évidemment s'il y avait d'autres données publiques qui pouvaient être ajoutées à ça. On essayait de trouver des prédicteurs qui pouvaient prédire l'activité, la bioactivité, que ce soit le binding ou autre, ou même des prédicteurs qui pouvaient faire ça sur plusieurs critères. Et après ça, on pouvait faire un ranking. Après, quand la prédiction était faite, bon, ce peptide-là, il était très bon pour sur plusieurs processus de bioactivité et autres. Après ça, on pouvait faire même un screening. Celle-là, on sait que c'était trop toxique. Disons, on l'avait vu, il y a des algos pour faire dire, bon, il faut qu'il y ait une certaine qu'il soit hydrosoluble ou autre. On pouvait aussi les enlever. Et puis là, ce qui arrivait qui était intéressant, c'est qu'on pouvait faire un genre de matrice, disant, bon, voici nos 8 peptides. Est-ce que ici, ce serait mieux de mettre un D ou un Q, comme ça c'est pour le code des acides aminés, à 50-50 ou laisser ça beaucoup plus complètement aléatoire et redonner ça au chimiste. Puis là, au lieu de faire complètement aléatoire, il faisait la synthèse en proportion de ce qu'on avait trouvé dans la première ronde. Et on recommençait. Et après 2-3 rondes, on avait des peptides qui étaient extrêmement bien faits pour bien sélectionner pour se lier à la protéine qu'on avait choisie initialement. Tout ça, ça a été, comme je vous l'ai dit, subventionné par le CQDM. Ça a été une très belle expérience, beaucoup de difficultés avec un groupe multidisciplinaire.
Mais les compagnies pharmaceutiques n'étaient pas encore intéressées avec ça. Et pas trop encore présentement. Alors que je trouve que c'est vraiment un de nos plus beaux travaux du groupe, finalement. L'autre truc, l'autre stratégie, c'est la résistance aux antibiotiques. Ça a été fait avec, on a un algorithme qui s'appelle Cover, c'est Alexandre Drouin. Ça part avec toutes les données qui sont la résistance, disons par exemple, de certaines bactéries, c'est difficile et autres, à une ribambelle d'antibiotiques. L'idée ici, c'est de prendre une approche par kémère. Kémère, c'est une séquence de cas nucléotides, d'accord? Et grand K, c'est tous les kémères qui font partie de notre ensemble. Par exemple, si j'ai la séquence d'un E. coli, c'est quoi? 3, non, c'est 5 millions. 5 millions de perrobases. Ben, le nombre de kémères que tu as là-dedans, ben, c'est 5 millions moins 1. En fait, 5 millions moins K moins 1. Ça veut dire qu'on a une petite fenêtre. Disons qu'habituellement, on utilise des fenêtres de 21 ou 21 ou 31 qui regarde tous ces kémères-là, puis ça fait tout cet ensemble-là, elle dit, c'est E. coli, ce strain-là, ben, ça, c'est les kémères qui la représentent. Puis là, on peut dire, cette bactérie-là, elle est sensible ou pas sensible à tel antibiotique. Donc, ça, c'est le but. Puis après ça, on fait ça pour chacun. Puis chacun, on peut regarder ces kémères-là s'ils sont présents ou absents dans un groupe de bactéries qui sont sensibles ou résistantes à l'infection, à l'antibiotique, pardon. Donc ça, si on utilise le Set Covering Machine, le Set Covering Machine, c'est vraiment... l'idée, c'est simplement d'avoir une fonction qui dit, bon, si j'ai ce kémère-là, ben, il va être résistant ou pas résistant. Donc l'idée, c'est de faire ces règles-là, puis de prendre peut-être plusieurs règles qui passent par le SM, puis qui nous fait un ensemble de règles qui génère notre modèle. Peut-être que ce n'est pas juste un seul kémère, peut-être c'est 2, 3 ou 4 qui font qu'ensemble, ben, là, on a une plus grande prédiction de la résistance ou la sensibilité de cette bactérie-là à un antibiotique. Ça a été vraiment un beau succès parce que si le cover était vraiment particulièrement parcimonieux, c'est-à-dire avec très peu de kémères, on pouvait dire s'il y avait une résistance ou non. On était vraiment précis, c'est-à-dire qu'on avait une précision sur le pourcentage de certitude qu'on avait sur notre prédiction. Il était scalable, fait qu'on pouvait donner beaucoup de données à Cover ou au SCM qu'on a utilisé, qui nous permettait de mettre énormément de données et d'avoir plus de précision parce qu'on n'utilisait pas juste un ou deux, mais des milliers et des milliers de séquences de bactéries qui étaient résistantes et sensibles à certains antibiotiques. Le travail était initié, le SCM a été fait par quelqu'un du Graal, c'était Mario Marchand avec John Shaw Taylor. Puis l'application génomique a été faite en génomique a été faite par Alexandre Drouin, qui est maintenant à Elementary. Le truc qui est vraiment important ici, c'est que c'est interprétable. Il n'y a rien comme une boîte noire en médecine pour convaincre qu'on ne veut pas ça. Donc, les gens, il faut qu'ils soient capables de comprendre. Donc ici, par exemple, on regarde pour C difficile, l'azithromycine, c'est un antibiotique. On voit qu'avec 3,3 kémères, le risque est à 0,030. Donc, on a 97% de bonnes prédictions pour l'azithromycine avec les 3 ou 4 kémères, les 3,3 kémères qu'on a. Puis là, on peut le faire pour toutes les autres. Donc, c'était vraiment très bien. Ce dataset-là est important parce qu'on savait, par exemple, on sait que ces antibiotiques-là s'étaient dirigés vers telle protéine, quelle était la séquence. Donc, on avait comme un peu la réponse, le ground truth. Mais on a vu d'autres trucs. Puis, on est allé complètement sans prior knowledge. Et puis, on a retrouvé un paquet de trucs qui étaient dans les littératures depuis tout le temps. Donc, sans avoir de connaissances, on a pu retrouver, bon, si vous donnez le ceftriaxone, bon, c'est là que ça va muter, puis c'est là que ça va muter, puis ça se trouvait être, disons, les gènes importants, disons, le penicillin binding protein ou une gyrase ou autre.
Donc, c'était vraiment particulièrement intéressant à faire. Le fait aussi que c'est parcimonieux, ça veut dire qu'on peut faire des tests après. Ça veut dire au lieu d'aller tout séquencer, on peut aller juste vérifier la séquence à ces endroits-là et faire un test clinique qui ne demande pas de séquencer toute la bactérie, mais faire une PCR, donc beaucoup plus rapide, beaucoup moins coûteux. Donc tout ça, ça a été publié, certains très récemment. Le SCM, c'est vraiment quelque chose qui est très, très utile pour nous et on commence à faire des adaptations du SCM comme tel. On a fait, par exemple, des biomarqueurs pour le cancer du sein aussi. C'est avec Mazyl Hosseini. Donc, d'essayer de prédire chez les patientes qui ont le cancer, euh, quand ils viennent avec un statut de triple négatif, là, ça, estrogène, ER-, PR-, R2-, ce sont des récepteurs. On a certaines drogues qui targetent ça pour empêcher, pour traiter le cancer. Si ils n'ont pas ces récepteurs-là, ben, c'est associé à un mauvais pronostic, puis il y a beaucoup moins de traitements qui sont possibles. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut utiliser nos algorithmes pour essayer de prédire ceux qui vont dans cette voie-là? Là, ça a été un truc particulièrement intéressant, peut-être une belle astuce. On a utilisé les données de TCG, la grosse base de données sur le cancer. Donc, il y avait des 2000 échantillons là-dedans, dont je pense 180 qui étaient triple négatifs. Donc, on a essayé d'apprendre le signal. Il manquait un peu d'informations. Ce qu'on avait, c'est qu'on avait une cohorte de patientes locales. Donc, on avait ces données-là, un peu moins de patientes, c'était 250 ou 300, je ne me rappelle plus exactement, mais on a pu les mettre dans l'algo. Mais là, on avait beaucoup plus d'informations, comment de temps et tout ça. Donc, ça a redonné de la puissance au processus. Donc, avec Mazid et puis Francine Durocher, on a publié ça récemment. On est arrivé avec 5 marqueurs qui nous prédisaient si la patiente s'en allait vers un prognostic triple négatif. C'est 3 gènes de transcription, 3 transcrits et 2 sites de méthylation. Donc, ça a été validé biologiquement et ça a été vraiment une belle approche. Mazid, présentement, travaille à se dire, bon, OK, on a ces marqueurs-là, mais est-ce qu'on pourrait mettre des priors, c'est-à-dire un peu de notre connaissance biologique au lieu d'y aller juste avec une approche mathématique? Donc, l'idée, c'est-à-dire de donner des points, disons, si on a un marqueur qui est dans un sentier métabolique, puis on en a un autre qui est celui un petit peu plus bas, puis les deux sont là, ben là, on se dit, wow, ben là, il faudrait donner du poids à ça. Donc, on travaille justement sur un PySCM group là, pour essayer d'améliorer ces prédictions-là. Ça va être, c'est le travail de Mazid présentement. Là, je vais vous parler de ce qu'on travaille présentement le plus dans le laboratoire. C'est nos stratégies pour les biomarqueurs en métabolomique. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose dans le labo là, pour ces approches-là. C'est on a un produit biologique, que ce soit en médecine, du plasma, du sérum, l'urine, le liquide céphalorachidien ou même du microbiome. Ça peut être agroalimentaire, fromage, on a fait plein de travaux sur le fromage, le porc, le vin. On n'a rien pour le vin, mais si quelqu'un connaît quelqu'un qui travaille là-dedans et qui voudrait être avec nous, on serait très content. Puis on pourra faire des parties assez intéressantes par après. Oups, attendez, je vais un petit peu trop vite. Donc, on a aussi fait ça pour les échantillons de sol dans les lacs. L'idée, c'est d'utiliser la spectrométrie de masse et générer des profils en spectrométrie de masse en métabolomique non ciblés. Donc, l'idée, mais de le faire à très haut débit. Passer des échantillons, c'est lourd et assez coûteux, mais on a des technologies, par exemple, d'ionisation, qui permettent de faire ça à très, très haut débit. Par exemple, Laser Diode Thermal Desorption, REAMS, Desorption Electron Spray, Ionization. Ça, c'est les deux qu'on a vraiment beaucoup plus utilisés. Donc, l'idée, c'est que ça ne coûte pas très cher faire un échantillon et c'est très rapide, des secondes. Donc, après ça, on génère beaucoup de ces profils-là. On peut prendre des profils, disons, de quelqu'un qui est malade, pas malade, puis on peut les comparer. Donc, puis on en a assez.
Donc, l'idée aussi, c'est de faire ça correctement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux contrôles et 998 malades. Il faut avoir des classes assez équivalentes. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire nos approches en machine learning de façon beaucoup plus efficace. L'idée, c'est qu'on travaille toujours à faire du diagnostic. C'est qu'on ne veut pas un truc, une boîte noire, c'est qu'on va avoir un processus qui nous donne le nombre minimal de features qui nous permet de discriminer entre les différents phénotypes. Donc, évidemment, on utilise le Cell Covering Machine, Decision List, et puis on essaie de travailler, comme toujours, dans l'interprétabilité. L'idée, ça, c'est qu'avec les phénotypes qu'on regarde, on peut aller détecter, classifier certaines maladies, on peut faire un profil de drogue, on peut regarder la qualité d'un produit, par exemple pour le fromage ou autre. On peut évaluer les contaminations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on crée aussi une base de données qui est à nous. Et puis par après, tout ce processus de découverte-là peut aller dans une autre approche qui pourrait être plus un processus de validation, mais aussi un processus qui pourrait aller en industrie ou en clinique. Moi, j'aime bien la métabolomique. Parce qu'on a une belle machine qui nous permet de faire ça de façon très précise. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus près du phénotype. C'est-à-dire, si, disons, vous faites de l'hypercholestérémie, ben, on mesure votre cholestérol. Donc, la machine, elle mesure ça. Pas besoin d'aller dans le gène qui dit ça pourrait prédire que vous allez faire une cholestérémie. Ou au transcrit, ou à la protéine qui peut être modifiée. Quand c'est les petites molécules de la vie, quand c'est les métabolites, c'est ça qui c'est les effecteurs du phénotype. Donc, plus tu es proche, plus les prédictions risquent d'être bonnes. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre beaucoup sur la métabolomique. Et aussi, il y a moins de monde. Il y a moins de monde qui travaille en apprentissage machine et en deep, en métabolomique présentement. Donc, c'est une belle niche pour nous. Donc, je vais juste parler quand même un peu de l'instrumentation. Donc, ici en arrière, vous voyez le mass spec. En avant, c'est la source d'ionisation, le laser diathermal desorption. Essentiellement, tout ce que ça fait, c'est qu'on a une plaque normale qu'on a en laboratoire là, de 96 puits. Il y a une petite plaque en métal en dessous. On met notre échantillon, on laisse sécher dans la plaque. Après ça, on vient avec un laser chauffé. Et puis là, les molécules qui sont dans ce puits-là viennent en phase gazeuse. Ils se font pousser dans le mass spec. Ils viennent se faire ioniser parce que dans un spectromètre de masse, pour te mesurer, il faut que tu sois en phase gazeuse et puis tu aies une charge. Et puis là, ça rentre dans le mass spec. Ce qui est bien, c'est qu'on peut passer un échantillon à tous les 10 secondes. Enfin, il y a certaines applications chez Phytronics, ça faisait en 1 seconde. Donc, c'est vraiment particulièrement intéressant parce qu'on peut générer rapidement beaucoup de données. Quel type de données qu'on a? Bon, ici en haut, à gauche, c'est un peu le patron qu'on a. Donc, dans l'axe qui est ici, c'est le MZ qui vient vers vous, c'est la quantité, la masse sur la charge. Donc, la masse en Dalton sur la charge, ça peut être plus 1, moins 1, plus 1, et tout ça. C'est en les ions positifs ou négatifs. Dans l'axe des Z, ici, c'est l'abondance. Et puis, ici, l'axe en arrière, ici, le RT, c'est notre 10 secondes. Imaginez, en 10 secondes, au début, on ne chauffe pas, on met disons 0 là, pour le laser, puis là, on a un peu le bruit de fond. Tout d'un coup, le laser part, commence à chauffer là, un paquet de molécules qui se libèrent et rentrent dans le mass spec, puis ils vont frapper les détecteurs et on les voit. Donc, dans cette matrice-là, il y a chacun des petites pointes, c'est un ion. Donc, c'est vraiment une masse de données qui est générée très rapidement. Donc, on peut faire ça ici par les ions hydrosolubles positifs, mais on peut le faire pour les négatifs. On peut aussi faire des extractions différentes. Ici, c'était pour les hydrosolubles. On peut le faire pour les liposolubles. Donc ici, on voit, ça, c'est les lipides. On voit le même axe. Les petites molécules lipidiques, ils décollent de toute façon, chauffés ou pas chauffés. Donc, on voit aussi encore la même chose. Donc, on voit beaucoup
beaucoup d'informations qui est générée. Ce que ça donne, bon, je reviens ici à l'intensité. Et puis ici, c'est le poids, là, la masse sur la charge en Dalton. Puis on voit environ 40 000 pics si on fait ça dans un plasma humain ou un sérum humain. Et puis c'est sur 5 logs. Donc la machine peut voir une grande quantité parce que même si ici, dans l'image qui a été prise à la profondeur qu'on regardait, bon, on pense qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fait, il y a de l'information. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations qui est générée par ce genre de processus. L'idée, c'est que, imaginez 5 patients, puis là, on commence à mesurer, on fait ça. Donc, on passe dans la machine. Donc, on a des pics. Mais si vous êtes humain, il y a des molécules qui doivent se retrouver là tout le temps. Quand on revient encore au cholestérol. Si vous êtes un homme, il y a de la testostérone. Il y en a chez une femme, mais beaucoup moins. Donc, les estrogènes aussi. Donc, il y a des trucs qui doivent être là si on est des humains. Donc, on peut les aligner et puis voir ce qui se passe. Chacun de ces pics-là devient un marqueur, un biomarqueur. Okay? Et si, disons, il y avait un grand pic ici qui était juste dans le patient 5, on se dirait, ouf, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est quoi ce pic-là? Donc, c'est un peu l'approche de la façon qu'on fait ces approches-là. Donc, ici, l'idée qui est importante aussi, c'est, ici encore, on remarque les MZ, remplacer les pics par où j'ai vu l'information de pic. Disons, j'ai 4 patients ici. Puis ça, c'est en haut, ce serait le consensus. Okay? Donc, ça, si tu es un humain, tu devrais avoir ça. Mais ça aussi, avoir ça ici, c'est très important parce que ça me permet d'aligner toutes les pics correctement. Hein? Ça, c'était un de nos problèmes au début. On a réussi à le solutionner, je vais le dire un petit peu après, mais ça nous aide vraiment à être capable de comparer les échantillons entre eux. Donc, ça va, mais quand on commence à en avoir 100, ben, ça a l'air de ça. Et puis, nous, on avait passé 1000. Donc, à ce moment-là, il faut de l'aide. Et c'est là que l'idée du Virtual Lock Mass est venue, d'utiliser ce consensus-là, une petite fenêtre qui se passe, là, qui permet de réaligner pour que tous les pics soient comparables finalement. Donc, le Virtual Lock Mass a été publié par Francis Brochu, Pierre-Luc Plante aussi a beaucoup contribué. Et ça quand on était capable de faire ça, là, ça vraiment, nos données ont commencé à marcher. Nos algos ont commencé à marcher. Donc, c'était vraiment quelque chose de très bien. On a aussi travaillé pour l'identification des pics. Il y a aussi, on peut voir en aspect la masse sur la charge, évidemment, puis son abondance, mais on peut aussi voir la forme de la molécule. Si c'est une molécule très linéaire ou globulaire, on peut utiliser le cross-collagen injection qui nous donnerait une autre forme. Donc, on a fait une approche en deep là-dessus. Je n'en parlerai pas trop, là, mais par Pierre-Luc Plante. Donc, on a même fait des approches en deep pour faire les analyses. Et là, on est en train, parce qu'on aime bien le set covering machine, on est en train de moduler le set covering machine avec un nouvel algo, Random Forest SCM, là, qui est plus adapté, non pas à la génomique ici, mais au mass-spec, à l'information qu'on a des mass-spec. Ben, à quoi ça sert? Ben, allons-y. Donc, on a ici, on a commencé à discuter de ces approches-là. Donc, je cherchais des échantillons, puis mon copain et collaborateur Benoît Lamarche au Centre Nutris, dont je fais partie, et François aussi, François Laviolette, on a regardé des gens qui avaient pris la diète méditerranéenne et la diète nord-américaine. Est-ce qu'on peut, sans lui demander, savoir quelle diète ils ont suivi? Donc, c'était le but. Sauf que ça serait très utile pour nous parce qu'on se dit, bon, OK, on peut vérifier les diètes, on peut vérifier les suppléments, l'oméga 3, tout ça. On peut vérifier la contribution du petit fruit du mois à chaque fois. C'est le camu ou les bleuets ou les canneberges. Là, puis j'aimerais savoir la vraie information quantitative là-dessus à un moment donné. Mais c'est intéressant parce qu'on peut regarder de quoi ça a l'air quand les gens sont en bonne santé, de quoi ça a l'air quand une maladie qui est associée comme l'hypercholestérémie, qu'est-ce qui arrive quand on fait une chirurgie bariatrique, les avant-après, et puis utiliser nos approches en mass spec,
à faire beaucoup les profils, à assembler tous ces profils-là, puis utiliser nos approches en machine learning, en deep, pour classifier, puis voir, bon, c'est quoi, puis disons ici, c'est les gens qui sont en bonne santé, puis ceux qui ne sont pas trop bonne santé, ce serait quoi les approches pour te faire revenir ici? Ça serait particulièrement intéressant. On a toute une équipe là-dessus qui travaille sur ces approches-là dans le laboratoire. Pierre-Luc, Elina, Francis, Claudia vient se joindre à nous et Thibaut qui sera avec nous bientôt au mois de juillet, au mois de janvier. Donc, comment on a fait ça? Bon, on est parti, il y avait 211 participants qui ont suivi la diète méditerranéenne, puis l'autre, après ça, ils ont une petite phase disons, nettoyage, là, mais un entre-deux. Et puis par après, peut-être un trou normand finalement. Et puis par après, ils ont suivi la diète nord-américaine normale. Mais ce qui était bien, c'est qu'on avait le ground truth parce que tout le repas de diète méditerranéenne était donné par la cuisine moléculaire qu'il y a à l'INAF. Donc, on savait ce qu'il avait mangé, la quantité qu'il avait mangé, puis c'était vraiment très, très bien ciblé. Donc, quand on a fait ces analyses-là, on avait vu près de un petit peu plus que 21 000 pics qui, dans les analyses, dans leur sang, dans le plasma des patients. Quand on a fait les comparaisons entre ceux qui avaient la diète méditerranéenne puis la diète nord-américaine, il y avait 37 caractéristiques, features, qui sont des pics, okay, qui permettaient de discriminer entre les deux régimes à 86% de confiance. Donc, c'était vraiment bien. C'était la première fois que les gens faisaient ça en métabolomique. Ce qui était encore plus intéressant, c'est que 14 de ces caractéristiques-là, on était capable d'identifier c'est quoi qu'ils avaient mangé. Parce qu'on savait, tous les gens qui étaient sur la diète med, qu'est-ce qu'ils avaient mangé. Parce qu'on peut retourner à FoodDB et puis on pouvait voir essentiellement s'ils avaient mangé des aubergines, parce que la base de données dit c'est quoi toutes les composés qu'on peut trouver dans l'aubergine, puis leur masse sur la charge, puis on pouvait revenir, puis ben, il est là celui-là. Donc, c'est des identifications putatives ou potentielles, mais c'est quand même intéressant. Donc, c'était une belle preuve de concept pour nous que notre système pouvait fonctionner à ce niveau-là. Évidemment, on a souvent des problèmes de transmettre l'information qu'on a à nos collègues. Donc, Pierre-Luc et Lina travaillent très fort sur un métabo dashboard là, qui permet d'utiliser les données, puis disons de faire un random forest, ou faire des SCM, aller un petit peu plus loin que la PCA et puis la LDA et autres, là, pour qu'ils puissent eux-mêmes manipuler leurs données, puis voir ça, j'ai une meilleure prédiction ou j'ai pas trop de faux positifs, tout ça. Donc, et puis c'est quoi le métabolite qui permet de faire, ou la liste de métabolites qui permet de faire cette distinction-là. Donc, on travaille là-dessus pour raffermir le lien entre les analyseurs de données et les générateurs de données au niveau de la métabolomique. Donc, c'est vraiment, on essaye de faire ça en collaboration avec beaucoup de rétroaction, de feedback là, des gens qui font ce type de recherche-là. Comme je vous dis, c'est que si vous mangez ça, ben vous avez ces pics-là. Si vous mangez l'autre, vous avez ces pics-là. Et on a fait une analyse en deep, c'est Pierre-Luc qui a fait ça, qui nous permet de dire, moi personnellement, je suis bien content. Si tu me dis, hey, j'ai du 126,9 litres de sel, ben, j'ai mangé des chips, quelque chose comme ça. Les chimistes détestent ça. Si tu veux faire un essai clinique, tu ne peux pas juste dire il faut que tu expliques là. Il faut aller l'identifier. Donc, on a passé au deep, comme je vous ai dit, là, avec le cross-collision section là, pour faire ça. C'était quoi le pic, là? Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Puis, on a vraiment eu une application en deep qui est capable de faire ça. C'est un CNN, là, assez simple, là, mais on était presque surpris que ça fonctionne particulièrement bien, parce que si tu as une molécule qui a, disons, un anneau benzène, puis qui soit là ou là, ben, les CNN sont capables de le voir. C'est presque comme une image, une analyse d'image. Donc, c'est fait directement à partir du Simplified Molecular Input Line Entry System, le SMILES.
Donc ça, c'est des trucs, c'est comme un genre de string qui décrit chacune de ces molécules. Pour en savoir plus, c'est le papier qui a été publié il n'y a pas trop longtemps. Oups. OK, bon, ça, c'est un peu nos approches en métabolomique. Là, au début, j'avais dit que je parlais quand même, quand on m'a demandé de faire la présentation, que je parlais de COVID-19. Donc, on a plusieurs projets COVID-19. Donc, le premier, c'est un autre projet subventionné par le CQDM. Le CQDM, il m'aime bien, il faut croire. Il y a un développement, on voulait aider Medicago à améliorer leur processus pour générer des vaccins ou des protéines thérapeutiques ou autres avec leur système, avec les plantes. Donc, en utilisant notre approche en spectrométrie de masse couplée à des solutions d'apprentissage automatique. Vous reconnaissez évidemment notre processus. Donc, on a un paquet de plantes. Ils produisent, des fois, ils produisent un vaccin pour l'influenza. Maintenant, c'est plus COVID, mais ça peut être d'autres types de vaccins. Ça peut être des anticorps, ça peut être des protéines. Donc, là, le processus est assez empirique. Donc, il mesure, OK, je regarde comment j'ai produit de protéines, puis essaie de répliquer. Mais nous, on va essayer de répliquer en monitorant toutes les phases de la production, en regardant si on a des biomarqueurs qui nous disent, là, celle-là, cette production-là, elle ne sera pas trop bonne. Fait que 5-6 jours après, prends tout ce que tu peux parce que ça ne se rendra pas à 10 ou des trucs comme ça. Donc, c'est peut-être peu de choses, mais à la fin, ça sauve beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc, c'est un peu notre approche, encore en high throughput, encore avec nos algos. On a rajouté un petit peu plus de deep. Et puis, évidemment, un gros feedback avec Medicago. Donc, le but ultime ici, c'est vraiment d'améliorer la production de ces protéines-là, de ces vaccins-là, de virus-like particles, pour COVID. On a une autre étude aussi avec Cécile Tremblay, UDM, qui on regarde un peu la transmission de COVID dans les familles. Donc, on va regarder qu'est-ce qui arrive. On va avoir des plasmas encore, des sérums dans ce cas-ci, pardon. Puis on va voir c'est quoi le signal dans les membres de la famille. Ça va être intéressant parce que dans la famille, notre métabolisme peut être différent entre personnes, mais là, c'est la même famille. Donc, on réduit le bruit de fond, c'est assez intéressant. Il y a des gens de différents âges. Donc, comme il y a beaucoup de monde, on va pouvoir être capable possiblement de comprendre un peu mieux le processus. L'autre étude qui est vraiment très intéressante, c'est avec ma collaboratrice Caroline Quach-Tran de la santé publique. On regarde la réinfection. On a des gens, des travailleurs de la santé. On en a identifié 735 qui ont été infectés, comme en mars. Puis là, on est en train de regarder si ces gens-là se font réinfecter. Il n'y a pas trop de cas encore. Nous, on en a peut-être 3 présentement, donc à voir, là, mais ça va être particulièrement intéressant, cette étude-là, à plusieurs niveaux. Donc ça, c'est subventionné par les IRSC. Comme je l'ai dit, on a 735 patients. Là, c'est très rare, très, très rare, qu'on peut voir l'histoire naturelle d'une infection. Parce que souvent, on a des vaccins ou on a des drogues, mais là, on n'avait rien. Donc, essentiellement, on voit quand le virus rentre, comment la personne évolue avec cette maladie-là, comment elle se protège, tout ça. Donc, on regarde ça au niveau du métabolomique, mais non ciblé encore. Donc, on ne regarde pas juste des trucs qu'on connaît, on regarde tous les effecteurs qu'on voit au niveau du sang. Donc, la réponse plus, disons, innée. Donc, ce serait vraiment particulièrement intéressant. Donc, on peut aussi comparer ces gens qui ont été infectés avec des gens qui n'ont pas été infectés. Donc, toutes nos analyses, tous nos échantillons qu'on a avec nos analyses nutritionnelles là, qui ont été faites avant que la COVID débute. Donc, on a aussi, dans cette étude-là, il n'y a pas juste la métabolomique qui se fait mesurer, on a les charges virales, la présence d'anticorps, on a toutes sortes de paramètres cliniques.
Donc, ça va être essentiellement une étude de biomarqueurs. On va essayer de trouver des profils qui disent qui vont être intéressants. Attendez, je reviens encore. Donc, le but, c'est de déterminer des corrélats avec 3 R, c'est vraiment des très bons corrélats, de protection naturelle. Et aussi, le but, c'est est-ce qu'on pourrait très tôt savoir qui va prédire la sévérité? Je pense que ça va être intéressant. Il y a des personnes de tous les âges aussi là-dedans, donc ça va être particulièrement intéressant à regarder. Donc, on va avoir l'histoire naturelle de l'infection par SARS-CoV-2. Donc, ça va être vraiment, en virologie, pour un virologiste, intéressant. Là, les prochaines études, c'est là où on s'en va, pas subventionné. J'ai mis les IRSC avec l'espoir que ça va arriver. Mais là, on pourrait comparer l'histoire naturelle d'infection avec les vaccins qui vont se faire administrer par la population. Donc, on devrait avoir nos vaccins en février-mars, pour au moins les gens qui travaillent, les travailleurs de la santé puis les gens à risque. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de vaccins. Donc là, on peut voir, là, c'est quoi vraiment les corrélats de protection? Des fois, on a de la misère à savoir, par exemple, une longue histoire pour pourquoi les vaccins d'HIV ne marchent pas, est-ce qu'on mesure les bonnes choses, comment il faut? Ben, on pourrait peut-être en apprendre ici. Puis est-ce qu'on aurait aussi des signatures qui montrent non seulement l'efficacité du vaccin, mais sa toxicité ou innocuité, sa spécificité? Est-ce qu'on donnerait le même vaccin à une personne âgée qu'à quelqu'un qui est au primaire ou qui est au secondaire? À mon avis, non. Mais est-ce qu'on pourrait se baser sur des vraies données? Ça serait peut-être un but de comment on pourrait faire ça. Donc, ça serait développer un système assez rapide et précis pour évaluer comment les vaccins fonctionnent. Puis les vaccins, on vend au moins, il y en a 4 qui ont été achetés par le Canada. Le premier qu'on va recevoir, c'est probablement celui de Pfizer, là, BioNTech, qui est basé sur l'ARN messager. Lui, il a un petit problème, il faut le garder à moins 80. Moderna aussi, c'est la même chose, mais lui, il peut le garder à moins 20. AstraZeneca, c'est contre la protéine Spike qui fait les couronnes là, sur le virus comme tel. Janssen, c'est la même chose, mais lui, c'est un adéno différent, donc lui, il t'infecte. Celui-là, c'est un virus qui ne t'infecte pas. Donc, on utilise les virus pour ramener la protection. Évidemment, ces virus-là ne causent pas de maladie. Le Novavax, celui-là, on va le recevoir au Canada. Donc, celui-là, c'est un virus-like particles. Donc, c'est des virus qui sont faits à partir des systèmes baculaux, à partir des virus des systèmes d'insectes. Et Medicavo, qui lui, justement, est fait avec les plantes et puis qui sont en train de même construire une petite usine ici à l'ancienne Norette. Donc, ce serait intéressant de voir un peu, on travaille avec eux, donc ce serait intéressant qu'ils soient distribués aussi au Québec et puis au Canada et dans le monde. Donc, l'idée, ce serait vraiment de comparer ça, de savoir quel qui est mieux pour quelle population. Donc, on aurait beaucoup d'informations particulièrement intéressantes là-dessus. Bon, voilà. OK. On va essayer de conclure un peu ici. Là. Ben, l'idée, c'est comment améliorer le processus. Tout le monde m'a dit est-ce que je pourrais le faire est-ce que tu peux passer des échantillons et me dire quoi faire à chaque fois, je lui demande donnez-moi des échantillons supplémentaires. C'est 10, 20, 30. Pas trop sûr que je vais être capable de faire. Et aussi, on travaille présentement aussi sur améliorer l'identification des pics parce qu'il y a quand même un logiciel qui te dit là, pour te faire la structure des ions qu'on détecte en termes d'intensité et de masse surcharge. On travaille avec des approches en deep avec Smartify là-dessus. Il y a les molécules. Est-ce que il faut se poser la question si on a un processus, est-ce que les molécules les plus discriminatoires sont présentes pour le phénotype? Est-ce que tu es en train de les mesurer ou mesurer, si disons c'est une molécule mère, ben, tu mesures au moins les molécules, les sœurs, là, des daughter ions, là, pour voir si il faut qu'on mesure les bonnes choses pour être capable de discriminer. Comment on peut faire ça? Ben, c'est justement en utilisant des techniques différentes. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le LCMS, le DESI, le LDTD. Puis il faut des centaines d'échantillons la plupart du temps, pas des dizaines. Il y a des cas très faciles où je pense qu'avec 48 échantillons, on pouvait dire si c'était un homme ou une femme à 96 ou 97 %. C'était tout basé sur la présence de la testostérone. Et
puis le outlier, c'était un homme âgé, donc moins de testostérone. Donc, puis tu sais, c'est des phénotypes qui sont très faciles à discriminer. Donc, il se peut aussi qu'il n'y ait pas d'informations dans ta source d'échantillon. C'est pas tout ne se passe pas nécessairement dans le plasma. Ça peut se passer dans le liquide céphalo-rachidien. Ça peut se passer dans l'urine. Donc, il faut regarder à la bonne place aussi. Puis ça se peut aussi très bien que la réponse ne se trouve pas dans le métabolome. Okay? Donc, dans ce cas-là, il faudrait regarder d'autres sources. Peut-être le transcriptome, peut-être le protéome. Donc, c'est peut-être ça, c'est l'idée. C'est vraiment le futur, c'est prendre des omics supplémentaires, intégrer les omics, puis créer des meilleurs classificateurs et des meilleurs prédicteurs. Donc, tout ça dans le programme, j'appelle ça un DeepMS. Je ne sais pas si Christian est en ligne, là, mais dès qu'on dit Deep, là, tout le monde vient écoute, puis tout le monde est bien content. Puis c'est plus facile d'avoir de l'argent, je pense. Donc, l'idée, c'est d'avoir des meilleurs processus de contrôle de qualité, créer des outils diagnostiques pour monitorer le continuum entre la santé et la maladie, prédire, par exemple, l'effet des médicaments. En fin de compte, c'est vraiment prédire pour prévenir. C'est vraiment où on est et aider à la décision clinique. Le futur, c'est ça ici, à mon avis. Combiner les omics pour créer des prédicteurs beaucoup plus robustes. Donc, puis ça s'appelle des omics, la clinomique, prendre vraiment toutes les données cliniques qu'on a sur un patient et puis être capable de tout intégrer ça correctement pour faire un bon diagnostic, de poser les bons traitements. C'est là vraiment le futur. Donc, j'espère que je vous ai convaincu qu'on est capable de dériver des signatures d'états très spécifiques de la matrice biologique complexe, là, comme le plasma, sérum, urine. Je pense que ça va être très utile pour le diagnostic, mais aussi pour des processus industriels, comme on fait présentement avec Medicalo. C'est moins coûteux que les systèmes de séquençage puis d'immunodétection qu'on a. Puis on n'a pas besoin de garder dans des systèmes d'immunodétection. Il faut toutes sortes d'autres analytes là, qui parlent là-dedans. Mais là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'analyte directement. Donc, c'est vraiment très, 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 beaucoup mieux. C'est plus conforme aussi à un cadre clinique ou à un processus industriel. Donc, on peut passer un échantillon à la fois dans le système au lieu d'accumuler un paquet d'échantillons pour que ça coûte moins cher quand on fait un séquençage ou autre. Je pense que ça va être idéal pour des maladies qui sont difficiles à diagnostiquer. Pour dire, certaines maladies auto-immunes, ça prend 3-4 ans pour diagnostiquer ça. C'est pas correct. Donc, on a les moyens, je pense, pour aider le processus. Et puis là, on est en grande phase découverte, évidemment. Puis on espère passer à la phase validation et ultimement en clinique avec toutes ces approches. Donc ça, c'est le nouveau paradigme de l'aiguille dans la botte de foin. Donc, elle va être encore plus facile à trouver avec nos approches en apprentissage automatique et en deep. On n'est pas tout seul, évidemment, à faire ça, mais je pense que c'est là que ça se dirige. C'est vraiment le futur, ce genre d'approche. OK, je termine en disant que merci à un gros paquet de gens, beaucoup de gens qui nous aident financièrement. J'ai pas tous les noms ici finalement, mais évidemment, mon collègue François, avec qui tout ça serait impossible. Beaucoup d'étudiants, énormément de collaborateurs. Je voudrais remercier les gens à l'Université à Laval qui ont tous été, nous ont fourni des échantillons de l'aide gratuitement. Ça a été vraiment un plaisir de collaborer avec tous ces gens-là. Et finalement, nos amis, notre groupe, le groupe de recherche en apprentissage automatique, un groupe phénoménal. Si vous voulez en faire partie, on va mettre votre face ici parce qu'on est toujours à la recherche de talentueux étudiants et étudiantes. Et on est à la recherche maintenant. Donc, voilà. Donc, Raymond, je vais arrêter ici pour prendre les questions.